Compte rendu de la 25e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 22 octobre 2021 la 25e réunion du Conseil de ministres par visioconférence. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption de textes. Le premier point du Conseil des ministres de ce jour a porté sur la communication du président de la République. Cette communication comportait 3 points principaux, à savoir 1. Du présumé détournement de primes des léopards U-20. Le président de la République a appris avec indignation le soupçon des détournements de la prime de qualification allouée aux joueuses de l'équipe féminine de football de la République démocratique du Congo pour la deuxième phase de la Coupe du monde des leaders U20 prévue au Costa Rica en 2022. Il a souligné qu'un détournement des fonds destiné à motiver ces footballeuses qui représentent notre pays dans une compétition internationale est un acte répréhensible qui mérite d'être sévèrement sanctionné. Le président de la République a instruit l'inspection générale des finances, toutes affaires cessantes, de faire la lumière sur cette situation, d'établir les responsabilités, afin de saisir la justice qui doit infliger des sanctions appropriées et exemplaires aux responsables de cet acte ignoble. Dans le même esprit, il a invité les ministres des Sports et Loisirs à prendre des mesures conservatoires ainsi que des dispositions idoines pour que pareil acte ne se reproduise plus. Il devra également faire un rapport sur le dossier lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres. Deuxième point de la communication du président de la République, de la lutte contre le tribalisme. Le président de la République a rappelé que le tribalisme est l'une des causes majeures de l'inversion générale des valeurs et de la ruine dans notre pays. Il a déploré le fait que ces fléaux refassent surface et qu'ils soient de plus en plus véhiculés dans des chants et actes posés lors de manifestations et ou à travers les réseaux sociaux, notamment par certains acteurs politiques. D'où son vibrant appel à lutter contre ces fléaux et à les dénoncer publiquement. Par conséquent, le président de la République a instruit la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sur base de l'ordonnance loi numéro 66-342 du 7 juin 1966 portant en répression du racisme et du tribalisme, d'ouvrir des enquêtes judiciaires à l'encontre de toute personne ou groupe de personnes qui secouent la fibre tribale à des fins séparatistes. De sorte que les auteurs des déclarations tribales répondent de leurs actes devant les instances judiciaires. L'instruction a également été donnée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, ainsi qu'à l'Agence nationale de renseignement, d'identifier les auteurs de ces dérapages et de mettre en garde tous les acteurs politiques qui se complaisent dans ces mauvaises pratiques et de les mettre à la disposition de la justice. Le ministre de la Communication et Médias a quant à lui été invité par le président de la République à réguler son secteur dans une approche participative dans la lutte contre ces fléaux, car les médias sont l'un des canaux majeurs utilisés pour faire germer la sémence du tribalisme dans l'esprit et les cœurs des Congolais. Le chef de l'État a enfin encouragé la ministre le président de la République à poursuivre la campagne de sensibilisation qu'elle a entreprise sur la cohésion et l'unité nationale. Troisième point de la communication du président de la République, relatif à la campagne de dénigrement et de démobilisation de nos militaires. Le président de la République a constaté fort malheureusement l'existence d'une campagne de dénigrement et de démobilisation des militaires qui s'intensifie
depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. À cet effet, il a demandé aux services compétents de mener des enquêtes pour identifier les auteurs intellectuels ou commanditaires de cette sale campagne. Il a salué la bravoure de nos forces armées qui défendent vaillamment le territoire national et qui méritent une reconnaissance et une considération de tous les Congolais sans distinction aucune. Le président de la République a conclu son intervention en parlant de la protection et de la prise en charge de personnes vivant avec handicap. Rappelant sa vision d'une société inclusive, il a évoqué la nécessité de protéger les Congolais vivant avec handicap qui représentent environ 13% de notre population, plus de 10 millions de personnes. En raison de leur vulnérabilité, les droits qui leur sont reconnus requièrent de mesures spécifiques et une attention particulière empreinte d'amour, de compassion, de considération et de solidarité. Le président de la République est aussi revenu sur la nécessité de finaliser le processus d'élaboration de la loi portant promotion et protection des droits des personnes vivant avec handicap, adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Il a demandé au ministre des Relations avec le Parlement, en collaboration avec la ministre déléguée près le ministre des Affaires sociales, de suivre l'évolution de cette proposition de loi au niveau du Sénat en vue d'accélérer son adoption. Elle permettra de mettre en place un cadre juridique spécifique au niveau national pour une meilleure protection et une meilleure prise en charge de nos compatriotes les plus vulnérables. En complément à la communication du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a fait part au Conseil de quelques dossiers qu'il a examinés. Le Premier ministre a reçu les rapports détaillés de la question orale avec débat destinée au ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies au sujet des prélèvements sur le registre des appareils mobiles RAM. En attendant l'approfondissement de cette question en Conseil de ministres, le Premier ministre chef du gouvernement a décidé de la suppression de cette perception pour tous les téléphones de deuxième génération qui concernent 75% des abonnés. Le ministre de PTNTIC est chargé de l'exécution de la présente décision dans les meilleurs délais. Quant à la situation qui prévaut dans les secteurs de l'éducation, le Premier ministre a informé le Conseil de la concrétisation de l'engagement de l'État par la signature d'un arrêté interministériel favorisant la reprise des négociations entre le gouvernement et les banques syndicales de l'enseignement primaire, secondaire et technique en vue de discuter sur les revendications des enseignants et permettre une reprise normale de cours dans tous les établissements scolaires. Déplorant cette façon de faire, en particulier la démission de certains responsables d'école et l'instrumentalisation des élèves, lesquels ne sont pas toujours sécurisés, le Premier ministre en a appelé à la responsabilité de tous les acteurs impliqués pour assurer la protection des élèves et leur permettre de retourner à l'école dans la sérénité. Le gouvernement continue de s'employer pour une meilleure prise en charge de ces secteurs stratégiques. Dans ces cadres, il a annoncé la signature prochaine du décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Fonds de promotion de l'éducation et de la formation, FPEF en sigle, permettant de générer des ressources innovantes devant venir en appui au secteur de l'éducation. Le Premier ministre, complété par le ministre de l'intégration régionale, a annoncé la tenue de la grande commission mixte RDC-Angola du 27 au 30 octobre 2021. Plusieurs ministres et experts de ces pays voisins sont attendus à Kinshasa pour faire le point de la coopération entre les deux pays. En plus de membres du gouvernement central concernés, 5 gouverneurs des provinces frontalières à ces pays voisins sont aussi invités à participer à ces travaux. Le chef du gouvernement a aussi informé le Conseil de la fin des travaux de la commission ad hoc d'harmonisation de vues
entre le ministère de l'Aménagement du Territoire et celui de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières au sujet du projet de décret portant création d'un établissement public dénommé Agence nationale d'aménagement du territoire ANAT. Cette harmonisation qui a été faite sous sa supervision, conformément à la décision du Conseil des ministres prise au cours de sa 24e réunion. La divergence qui portait sur la compréhension du concept création des villes décelée dans le corps du texte soumis à l'examen du Conseil précédemment ayant été aplanie, l'approbation du rapport de cette harmonisation entraînait donc l'adoption formelle du dit projet de décret. Deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif aux points d'information. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a informé le membre du Conseil que l'état du territoire national demeure globalement calme. L'état d'esprit de la population a été marqué notamment par des réactions et commentaires en divers sens au sein de l'opinion, après l'entérinement par l'Assemblée nationale de membres du bureau et de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante. Le ministre de l'Intérieur a déploré la récurrence d'accidents mortels dans les secteurs du transport, dont les derniers en date fait état de 73 morts dans le Haut-Katanga. Le gouvernement a exprimé sa solidarité et sa compassion pour toutes les familles qui ont été éprouvées par cet accident. En ce qui concerne la problématique de la présence d'éleveurs étrangers Mbororo dans les provinces du Nord, Haut et Bas-Ouélé, Nord et Sud Ubangui, il a été signalé une forte concentration dans les localités des Kaka, à environ 17 km de Dungu, avec comme conséquence des vives tensions entre ces derniers et les autochtones opposés à leur présence. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a présenté au Conseil une situation sécuritaire qui demeure globalement calme sur toute l'étendue du territoire national. En ce qui concerne le province sous état de siège, il a indiqué que la pression demeure constante sur toutes les forces négatives, en dépit de quelques incursions ennemies signalées ici et là. Il a rappelé que les forces armées de la République démocratique du Congo ne ménagent aucun effort pour mettre les ennemis de la paix hors d'état de nuire. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a informé les conseils sur les détails de l'incident survenu en début de semaine à Kibumba, à la frontière avec le Rwanda. Après la réaction de nos militaires et la vive protestation de notre armée, le chef d'état-major de l'armée rwandaise a procédé à l'interpellation des militaires qui ont traversé la frontière et qui ont agi en violation de principes. À son tour, intervenant sur l'évolution de la pandémie à Covid-19, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a informé le Conseil de l'évolution de la pandémie à Covid-19. Il a spécifiquement abordé la question de la vaccination qui se poursuit normalement et s'intensifie. La vaccination du couple présidentiel est un exemple de plus qui va susciter beaucoup plus d'intérêt pour cette vaccination qui demeure le pilier principal de notre stratégie dans la lutte contre cette pandémie. Il a aussi rappelé l'exhortation permanente du gouvernement, à savoir l'observation stricte des mesures barrières et la vaccination pour se protéger et protéger les autres. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a par ailleurs informé le gouvernement de l'évolution de la propagation du virus Ebola dans la province du Nord Kivu. Les cumuls des cas est à ce jour de 8, dont 5 confirmés, 3 présumés, 2 vivants dans le centre de traitement d'Ebola de l'hôpital général de référence de Béni. Par ailleurs, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a informé le Conseil de l'organisation sous le patronage du président de la République du deuxième forum d'évaluation des engagements de la déclaration de Kinshasa de juillet 2019 en faveur de la vaccination et de l'éradication de la poliomyélite.
Dans un contexte de crise sanitaire et économique engendrée par la pandémie à Covid-19, il a indiqué que les mécanismes de suivi des engagements de la déclaration de Kinshasa mise en place a permis au gouvernement central et aux gouvernements provinciaux d'assurer un financement domestique prompt en faveur de la vaccination et un suivi régulier des activités ayant contribué à l'amélioration de la couverture vaccinale des enfants congolais complètement vaccinés de 35 à 53% entre 2018 et 2020. Toujours sur ces chapitres de points d'information, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, a fait rapport au Conseil des ministres de la mission qu'il a conduite auprès de la population et des familles des territoires de Bumba, province de la Mongala et de Bassoko en province orientale, qui ont été frappés par le naufrage du 4 octobre 2021. Il a informé les membres du Conseil sur les circonstances et a causé le naufrage d'une embarcation de fortune de plusieurs pirogues reliées, lourdement chargées, ayant dépassé largement le tonnage maximal et qui transportait à bord, en plus de plusieurs centaines de sacs de marchandises, plus ou moins 300 personnes. Parmi les causes du naufrage, en dehors du caractère inapproprié de l'embarcation et du chargement excessif, le vice-premier ministre a révélé, entre autres, la navigation nocturne sans aucune mesure de sécurité, l'absence d'infrastructures routières conduisant la majeure partie de la population de la contrée à n'emprunter que la voie fluviale, quelles que soient les conditions de navigation. Le chômage massif de jeunes qui abandonnent les activités champêtres, fortement gênés par l'inexistence de routes, des dessertes agricoles et qui n'espèrent gagner leur pain quotidien qu'en exerçant le petit commerce sur le fleuve. Au titre de bilan, le sombre tableau du naufrage se présente comme suit. 74 corps repêchés sans vie, 146 rescapés et plusieurs dizaines de passagers disparus. Clôturant son rapport, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a notamment formulé les recommandations ci-après afin que ce genre de drame ne se répète plus dans l'avenir. Lutter contre les embarcations de fortune par l'acquisition de moyens de navigation modernes. Réhabiliter le principal port de Bumba situé sur le littoral du fleuve Congo. Doter les différents services étatiques concernés par la navigation fluviale d'outils modernes de travail pour pallier à ce genre de situation. Réhabiliter la route nationale numéro 6, axe Akula, Lissala, Bumba et Bunduki, ainsi que le route des dessertes agricoles afin de booster non seulement le trafic routier, mais aussi de limiter les virements de jeunes vers le petit commerce sur le fleuve. Il a été complété par le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, qui a appuyé le rapport tel qu'il a été élaboré et il a salué l'altruisme de population congolaise de Bumba. Le vice-ministre du budget, qui faisait aussi partie de la délégation, a salué la bravoure de cette population qui s'est promptement mobilisée pour secourir ceux qui étaient touchés. Le Conseil des ministres a, tout en réaffirmant sa douleur et sa compassion à l'endroit de familles éplorées, adopté ces rapports ainsi que les propositions y formulées pour que des mesures y afférentes puissent être prises rapidement. Troisième chapitre du Conseil des ministres de ce jour. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté les relevés des décisions prises lors de la 24e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 15 octobre 2021. Au quatrième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, examen et adoption des dossiers. Deux dossiers. 1. De la mise en exécution des décisions relatives à la COP 26 et au contrat de concession forestière. En exécution des recommandations du président de la République, faites au cours de la 24e réunion du Conseil des ministres, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a fait le point des préparatifs de la participation de notre pays à la grande conférence climatique prévue à Glasgow COP26, ainsi que des mesures prises au sujet des contrats de concession forestière.
L'assainissement du secteur de l'exploitation forestière a dénombré 156 titres qui ont été soumis à l'examen de la Commission. 81 titres représentant une superficie de 15 millions d'hectares ont été déclarés convertibles. À la clôture du processus, 57 titres, soit 10 millions d'hectares, ont été effectivement convertis en contrats de concession forestière. 16 rétrocédés à l'État congolais, 5 convertis en concession de conservation et 3 étaient en sursis. Si pour la révisitation de contrats forestières, les experts de contrats de concession forestière, les experts du ministère sont à pied d'œuvre en ce qui concerne les contrats illégaux douteux, un projet d'arrêté portant suspension des 6 contrats identifiés a été soumis à l'approbation du Conseil. L'évaluation de l'initiative Jardin scolaire, 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023, indique que dans les 5 provinces pilotes retenues, la superficie couverte est estimée à 351 268,84 hectares, soit plus de 355 millions d'arbres plantés. Cela équivaut à 35,52% du taux de réalisation. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a également fait le point des dispositions prises pour une meilleure participation de la République démocratique du Congo aux travaux de la conférence de parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique prévue à Glasgow en Écosse du 31 octobre au 12 novembre 2021. Durant ces assises, la République démocratique du Congo va se présenter en pays solution pour ces défis cruciaux pour la survie de l'humanité. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Deuxième dossier, relatif à l'état des lieux sur la mise en œuvre de normes internationales dans l'aviation civile. En réponse aux préoccupations du président de la République visant l'assainissement de l'espace aérien, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements a fait part au Conseil que notre pays a déjà franchi plusieurs étapes significatives en matière d'aviation civile. Ceci à travers la promulgation de la loi régissant les secteurs de l'aviation civile, la mise en place de l'autorité de l'aviation civile, l'adoption par les Sénats de 6 projets de loi de ratification des conventions internationales de droits aériens et l'élaboration d'une feuille de route pour la préparation de l'audit de 2022. L'audit diligenté par l'OACI en 2018 accuse un taux de mise en œuvre effective de normes internationales de 51,45%. L'atteinte de la moyenne mondiale d'au moins 78% au terme de l'audit de 2022 va inexorablement déclencher les processus du retrait des compagnies aériennes congolaises de la liste noire de l'Union européenne. Le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements a réitéré la détermination du gouvernement à concrétiser une série d'actions prioritaires avant l'échéance du 31 août 2022. Celle-ci touche au domaine de la législation aéronautique de base, des règlements d'exploitation, de l'organisation de l'aviation civile, des licences du personnel aéronautique, de l'exploitation technique des aéronefs, de la navigabilité des aéronefs, des aérodromes et aides-sols, et services de navigation aérienne, de la régie des voies aériennes et enfin des enquêtes sur les accidents et les incidents d'aviation. Après débat et délibération, ces dossiers a été adopté moyennant élaboration préalable d'un tableau des réalisations et la prise en compte de la transversalité de cette question. 5. Examen et adoption de projets de texte. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a présenté à l'attention du Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 3 novembre 2021. L'objectif étant de cristalliser les acquis des opérations antérieures en permettant à nos forces armées de poursuivre
l'envergure des actions en vue de restaurer la paix, la sécurité et l'autorité de l'État dans cette partie de la République démocratique du Congo. Après débat et délibération, ce projet de loi a été adopté. Deuxième texte, projet d'arrêté ministériel. La ministre est déléguée auprès du ministre des Affaires sociales, chargé des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, a fait l'économie du projet d'arrêté ministériel portant création, organisation et fonctionnement de la commission provisoire du suivi de l'état de mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes vivant avec handicap et son protocole facultatif. Elle a rappelé que la Convention internationale sur le droit des personnes handicapées a été adoptée à l'unanimité en 2006 par les États membres des Nations Unies. Si la République démocratique du Congo a ratifié cet instrument juridique international en 2015, elle devrait, depuis 2017, présenter le rapport initial sur la manière dont la mise en œuvre se réalise, ce qui n'a pas été fait depuis plus de 4 ans. En attendant l'adoption de la loi organique portant promotion et protection des droits de personnes vivant avec handicap, en élaboration au Parlement, laquelle loi a prévu des mécanismes pérennes pour cette tâche, la ministre déléguée a expliqué la nécessité de la mise en place de la commission provisoire qui devra produire et déposer le rapport initial sus-évoqué au plus tard fin novembre prochain. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet d'arrêté ministériel. Commencé à 11h30, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 17h21. Je vous remercie.